Bienvenue à tous à cette table ronde sur l'assurance. Je suis Éric Benoît, analyste pour Natixis à Londres. Je suis là avec Marc Houli, qui est le chef de la couverture assurance en Europe. Nous allons animer le débat aujourd'hui. Vous pouvez poser les questions sur Internet et nous les poserons à la fin de la session. Alors, peut-être plus discrètement dans d'autres secteurs, il y a une transformation numérique importante dans le secteur de l'assurance avec beaucoup de sommes qui ont été investies par les leaders du secteur pour répondre aux demandes de leurs clients pour avoir des gestions des sinistres plus rapides et une personnalisation des activités. Nous allons en parler avec nos panélistes. Les technologies peuvent donner une meilleure compréhension des risques, mais aussi permettre de transformer la distribution des produits tout en contrôlant les coûts dans toute la chaîne de valeur. Donc la technologie est devenue essentielle, un élément essentiel pour la compétitivité des assureurs dans la période post-Covid. Et c'est bien sûr une arme très importante dans la lutte contre les attaques cyber. Il faut s'intéresser à cette phase de transition, aux capacités des entreprises et de voir comment, par exemple, gérer les systèmes informatiques historiques tout en mettant en place des changements informatiques et l'importance de la collaboration pour aller jusqu'à l'assurance 2.0. Pour les assureurs, la technologie, c'est aussi une manière d'augmenter leur rôle dans la société, de savoir s'ils choisissent de faire partie des projets de mobilité, par exemple, ou de concevoir des solutions pour l'environnement. Lorsqu'ils font tout cela, ils se mettent dans une position qui leur permet d'avoir un impact plus important sur la société. Donc l'insurtech est de plus en plus vibrante, de plus en plus dynamique. Elle est toujours pionnière pour l'intelligence artificielle, l'automatisation, les places de marché, la tokenisation, le blockchain. Au cours des 18 derniers mois, un grand nombre d'entrées en bourse InsurTech ont eu lieu, comme Oscar Health, Bright Healthcare, Root, Duck Creek également, Lemonade, mais aussi un certain nombre de fusions SPAC qui ont eu lieu, comme Clover Health, Metromile ou Hippo. Et ce sont des fusions qui ont eu lieu aux États-Unis, qui représentaient 17 milliards de dollars de valorisation jour 1, combinés pour la plupart de ces actions. 2021 a été une année assez douloureuse, mais cette sous-performance n'a pas fait peur aux fonds de capital risque. Ils ont investi dans ce secteur. 7,4 milliards de dollars ont été investis dans le secteur dans le premier semestre 2021. C'est déjà 4% de plus que pour l'année 2020 tout entière. Donc, ce qui est particulièrement surprenant lorsqu'on regarde ces chiffres vraiment en détail, c'est l'existence de séries de financement qui sont extrêmement importantes. Pour WeFox en Allemagne, ils ont levé 650 millions de dollars le même jour que l'entreprise Brought by Many aux États-Unis a pu avoir une série D de 350 millions de dollars, excusez-moi. Il y a d'autres entreprises, Alan, Shift Technology,
Shift Technologies dans la détection de la fraude, qui ont pu avoir aussi des financements très élevés. Je crois qu'ils étaient de 3,3 milliards de dollars de capitaux frais pour cette année 2021, et dans la première moitié seulement de l'année. 64% de ces fonds va au secteur de la distribution en particulier, et seulement 28% qui va aux entreprises de B2B. Et ce contexte, dans le contexte existant, ce n'est pas surprenant de voir qu'il y a des financements qui vont à la Boltech, 180 millions de financements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une révolution dans le secteur? Je vois quelques personnes qui hochent de la tête. Ou alors, est-ce que l'on voit une nouvelle phase d'évolution naturelle, tout simplement, dans le secteur? Maintenant, je voudrais donner la parole à Marc pour nous présenter nos invités. Bonjour à tous. Alors, vous n'allez pas juste écouter moi et Eric, nous avons de vrais experts avec nous. Alors, mais Eric est bien sûr un très bon expert et son rapport sur l'InsurTech était très intéressant. D'abord, David Dorn d'Accenture, qui dirige le secteur assurance, qui est une expérience dans le consulting, qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises de l'assurance et qui a beaucoup d'expérience. Ensuite, Nicolas Maresco, qui est le vice-directeur des besoins consommateurs et de l'innovation à Massif, une entreprise qui a eu une transition numérique très intéressante au cours des dernières années, nous allons en parler. Ensuite, Franck Devigne, qui est en place avec nous dans la salle, AXA, qui est le responsable mondial de l'innovation ouverte pour AXA Next, donc des opportunités internes et semi-externes sur lesquelles il travaille. Ensuite, à distance, Sasa Berchevich, qui a aussi énormément d'expérience, qui est responsable des solutions carrières à Aon, aussi travaillé à Excox, et qui a beaucoup d'expérience sur les marchés. Alors, j'espère que nous allons avoir une discussion très active et dynamique avec vous tous en salle et aussi avec Sacha. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu en ce moment, comme l'a dit Eric. La pandémie n'a pas tout transformé, mais a changé les priorités et aussi le rythme du changement, d'une certaine manière. Dans ce monde qui suit la pandémie, est-ce que l'utilisation des technologies, de l'analyse des données, est-ce que quelque chose qui est très important pour les entreprises de l'assurance? Quel est votre avis? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Merci pour cette question. Je pense que tout le monde a une stratégie du numérique. Ça existait avant la crise et la pandémie, mais bien sûr, la pandémie a été un accélérateur. Ce que nous avons observé à Accenture au cours des 12-18 derniers mois, c'est une transformation très importante. Ce que je veux dire, c'est que c'est une transformation de la création de valeur. C'est quelque chose qui avait lieu aux États-Unis, mais qui arrive en Europe également aujourd'hui. Et je parle de ces journeys. C'est pas simplement de l'outsourcing dont on parle aujourd'hui, mais c'est une transition informatique avec le cloud, l'intelligence artificielle. Et ce que l'on voit aussi dans cette vague post-Covid, c'est que ce n'est pas simplement de la réduction de coûts, c'est d'habitude la thématique qu'on a, mais il y a 50% aujourd'hui de réduction de coûts et 50% d'augmentation des revenus. Donc ce sont les trois grandes différences que l'on voit aujourd'hui et que l'on a vues pendant les 18 derniers mois. Franck, vous, de votre point de vue d'AXA, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi? Est-ce que vous voyez la même chose? Eric parle de beaucoup d'argent avec les fusions SPAC, les entrées en bourse. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais où va l'argent
dans le secteur. Eric a dit qu'il y avait 64% de ces fonds de capital risque qui vont particulièrement à la partie distribution du secteur. Ça veut dire qu'il y a les agents, les distributeurs qui ont accès aux outils numériques, à l'intelligence artificielle qui permet d'avoir une meilleure relation avec leurs clients. Donc je pense que la majorité des financements vont dans cette partie du secteur. C'est-à-dire qu'il y a peu d'argent qui va dans les nouveaux produits. On a l'impression de travailler dans un monde où Apple ferait de l'argent seulement avec le premier iPhone. Donc, lorsque l'on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses, on voit qu'on a adapté les produits existants au numérique, à Internet. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Mais il y a encore de nouvelles choses qui vont venir, par exemple l'assurance basée sur les utilisations en termes de produits. Et si l'on regarde un peu plus dans l'avenir, je pense qu'il faudrait s'intéresser aux produits algorithmiques, par exemple. Sacha, maintenant, vous travaillez à Aon. Je regarde la caméra pour parler à Sacha. Aon, c'est l'un des courtiers les plus importants dans le monde. Vous travaillez avec beaucoup d'assureurs qui ont différentes initiatives, différentes priorités. Donc pour vous, quelles sont les priorités pour les assureurs avec lesquels vous travaillez? Alors, peut-être que je peux donner... Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Alors peut-être que je peux vous donner un point de vue un peu différent. Je pense que Aon travaille principalement sur les grands segments commerciaux et il y a une différence là où l'on envoie l'argent. On envoie l'argent bien sûr pour les consommateurs, mais il y a beaucoup d'argent qui vont pour la distribution et c'est un secteur où il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour la concurrence quand il s'agit de trouver des clients. Mais pour les espaces commerciaux, il y a beaucoup d'attention et beaucoup de financement en interne particulièrement qui sont liés aux nouvelles technologies d'information et de données. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à la pandémie. Je pense que peut-être la pandémie a sensibilisé sur ce qui est possible, mais il y a aussi une possibilité d'avoir une concurrence sur d'autres facteurs et on a cette envie aussi d'avoir une différenciation des produits et je pense que la différence est tout à fait importante aujourd'hui. Il y a une réduction des prix des technologies. Donc ce qu'il est possible de faire aujourd'hui était possible il y a 5 ans, mais le prix était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. L'autre point intéressant pour ces grands espaces commerciaux, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le renforcement du bilan. Parce que il y a eu beaucoup de dépenses au cours des dernières années avec les catastrophes naturelles, avec la Covid également, avec aussi l'offre et la demande et le cycle de prix. Donc voilà ce que je voudrais dire, c'est 2 observations importantes pour vous montrer le contraste entre ce qui se passe dans la partie consommateur et la partie commerciale. Et je pense que pour les assureurs historiques, il y a beaucoup de systèmes historiques, de modes de gestion de l'information qu'il faut faire avancer, transitionner. Par exemple, avec le machine learning, on a réduit les coûts au cours des dernières années. Ça peut être intéressant. Oui, c'est tout à fait.
On peut dire d'une certaine façon qu'il y a quelques années, quand les prix étaient augmentés, on voyait ça comme des technologies avancées et à ce moment-là, les acteurs historiques avaient la possibilité d'agir et avaient la possibilité d'investir, donc ils avaient un avantage. Mais il fallait travailler avec une architecture qui comprenait beaucoup de processus historiques et donc c'était difficile de faire cette transition, alors que lorsqu'on commence du début, c'est beaucoup plus simple. Donc dans le déploiement des technologies aujourd'hui, on voit que il y a cet avantage lorsqu'on peut augmenter la précision des prix et de faire la différence entre les risques et d'avoir cet impact vraiment en temps réel sur les décisions de prix qui sont faites. Alors, quand on parle de réduction des coûts maintenant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, pas mettre de côté, mais je pense que la réduction des coûts en interne, c'est quelque chose qui est toujours à l'esprit des assureurs, donc c'est des efforts qui sont en cours. Voilà, on va peut-être revenir à un certain nombre de choses que vous avez dites. Nicolas, maintenant, je me tourne vers vous. J'ai dit que Massif a eu un vrai changement au cours des dernières années. Il y a vraiment des défis. Vous êtes une entreprise historique avec beaucoup de logiciels historiques, de processus historiques. Vous avez des nouveaux clients qui venaient peut-être en investissant dans la machine. Comment vous avez pu répondre Oui, il y a 3 ans, nous avons décidé de totalement changer nos 3 systèmes informatique dans 3 domaines et c'est un vrai investissement tourné vers l'avenir. Lorsque l'on parle du numérique, par exemple, nous sommes également en train de revoir totalement notre système de relations clients et nous sommes aussi l'un des premiers en France dans le secteur financier à appliquer le machine learning à la construction de nos systèmes. Et lorsque nous avons lancé notre campagne SEA, nous avons eu vraiment une vraie augmentation de 145%, alors que notre coût d'acquisition a baissé. Voilà l'avantage de travailler avec des partenaires comme Core Systems, par exemple, et sur le cloud, et d'utiliser les nouvelles technologies et l'IA. Très bien. Et j'ai une question. Et dans quelle mesure est-ce que ça a été de la croissance vraiment en partant de rien, ou dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes adapté dans le fonctionnement que vous aviez déjà? Eh bien, écoutez, si on prend les sinistres, eh bien, nous avions notre système ancien. Et nous l'avons adapté pour les assurances biens et risques divers. Oui, alors pour ce qui est d'AXA, Franck, alors évidemment c'est une grande famille, je suis sûre qu'il y a de nombreuses initiatives qui voient le jour. Alors du point de vue global, je dirais que l'innovation chez AXA vient des entités. Elles doivent réinventer leurs procédures, impliquer le machine learning dans le traitement des déclarations de sinistres, etc. Et je dirais que les assureurs lancent des initiatives au plan local. Ensuite, au niveau central, nous avons également une capacité à sélectionner les 10 meilleurs ou les 20 meilleurs InsurTech qui permettent sur le marché vraiment d'amplifier, si vous voulez, une initiative prise au plan local et en faire une initiative centralisée. Alors, nous avons bien sûr notre système historique. Néanmoins, je pense que des grands acteurs comme Accenture, Capgemini, etc. peuvent nous aider
à faire évoluer notre entreprise et à finalement intégrer les insurtech dans notre système central. Par exemple, nous avons intensifié l'usage de technologies, Shift Technologies, c'est d'ailleurs un bébé d'AXA, c'est-à-dire que c'est chez AXA que cette technologie a vu le jour, avec des scientifiques de chez nous. Nous travaillons avec eux et nous avons décidé de déployer cela dans 25 pays. C'est-à-dire on est passé d'un pays à 25. C'est pour la détection de fraude. Oui, alors le métier de l'assurance est un métier qui est infiniment compliqué parce que ça n'est pas qu'un secteur, c'est un secteur qui en comprend plusieurs, l'assurance, la réassurance, l'assurance des banques, etc. Quel est l'équilibre entre les coûts et les innovations, notamment pour ce qui est des assurances bancaires? Et je crois que c'est tout à fait lié à ce que disait Sacha. En fonction du secteur, on a des stratégies qui varient, ce que nous observons, mais je ne souhaite pas tirer de généralisation de cela. Eh bien, je dirais qu'après la pandémie, nous avons une augmentation de la rentabilité pour ce qui est de l'assurance bancaire. Néanmoins, il y a un plan de stratégie, notamment dans ce secteur-là, et c'est vraiment, on est orienté croissance, 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 et la technologie va jouer un rôle crucial. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas propre au marché français, mais vraiment tirer profit des données de la banque pour pouvoir mieux servir votre client, c'est vraiment le Graal. Tout le monde recherche ça, mais personne ne le fait vraiment. Ça permettrait de vendre nos produits d'assurance, même dans les meilleures opérations. Pour le moment, on voit des limites à cela. C'est le rôle que la technologie peut jouer. Et on investit beaucoup parce que c'est ce qu'il faut faire. Évidemment, si vous êtes AXA, un assureur généraliste, alors c'est plus compliqué. Il faut parler de rééquilibrer votre portefeuille d'activités. Réduction de coûts structurels, c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu de vue, évidemment. Mais il y a également beaucoup d'attention portée à la croissance, à la distribution. Mais là, nous pensons que les technologies peuvent jouer un rôle différent. On parle là des grandes trajectoires de transformation, d'évolution, pas uniquement la réduction des coûts, mais également proposer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc je crois que ce que vous nous dites là, c'est que finalement, il y a une grande marge de manœuvre pour pouvoir coopérer davantage. Je cherche mes mots. Les fintech, les insurtech et les assureurs peuvent travailler ensemble. À quelques exceptions près, on voit un certain nombre, on ne voit pas de vraies, grandes propositions de licornes dans ce secteur-là. Quelques exceptions près, il y a par exemple Lemonade, on en a parlé tout à l'heure, ainsi que d'autres. Est-ce que vous pensez que coopérer, c'est ce qu'il convient de faire avec les insurtech? Et comment est-ce que les assureurs historiques peuvent-ils travailler au mieux avec ces nouvelles entreprises? Alors, il y a les modèles d'incubateurs, il y a des assureurs qui travaillent avec un certain nombre de partenaires technologiques. Il y en a qui travaillent avec des grandes entreprises, avec des consultants, avec des prestataires qui fournissent des technologies. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre expérience à ce sujet? Nous travaillons sur notre système d'investissement afin de trouver davantage de synergies entre un groupe classique tel que le nôtre et de nouvelles entreprises. Ça signifie qu'il faut passer d'une approche plus structurelle qui rechercherait des gains financiers uniquement à une approche plus opérationnelle. Je vais vous donner un exemple. La Massif, nous croyons beaucoup à la coopération. Nous sommes membres fondateurs et présidents de la 4e édition
de la French AssureTech et nous suivons avec d'autres assurances, mutualistes et autres, ça depuis ses débuts. L'idée est vraiment d'appuyer des grands pionniers en matière d'innovation. Il y a bien sûr à rechercher comment des startups et des acteurs historiques peuvent travailler ensemble malgré des cultures très différentes. Donc, comment nouer des partenariats entre les deux? Et enfin, nous travaillons par exemple avec Testamento, l'une de ces startups justement, et elle nous a aidés à dématérialiser les clôtures de sinistres dans clauses bénéficiaires dans les assurances vie. Et donc, ça nous permet vraiment de remettre en question nos procédures internes. Et par exemple, on travaille aussi avec Shift, le fameux bébé d'AXA. Fort bien, fort bien. Bien écoutez, c'est parfait parce que dans une certaine mesure, tout le secteur coopère. Alors, travailler avec des startups, est-ce facile, difficile, un peu les deux? Alors, clairement, c'est super difficile. Nous n'avons pas l'habitude de travailler à la même vitesse. Nous n'avons pas le même horizon temporel. Nous travaillons avec des entrepreneurs dans un environnement collaboratif. Et là, c'est un vrai défi pour nous. Mais nous apprenons beaucoup. Et les deux parties apprennent beaucoup. Lorsque on les écoute, nous apprenons beaucoup. Et vice-versa. Jusqu'à présent, ce sont des initiatives de nature très locale. Je dis cela parce que j'ai voyagé à travers 3 continents, sur 3 verticales, InsurTech, FinTech et EdgeTech. Ces technologies semblent avoir une dimension mondiale et pourtant, les initiatives sont toujours très locales. On a par exemple des entreprises chinoises qui sont en concurrence avec des entreprises européennes. Donc vous voyez, on n'a pas de vraie initiative qui réussit à passer les frontières. Alors peut-être le business model de Lemonade qu'on a évoqué tout à l'heure, qui vient des États-Unis, avec de l'autre côté, en Chine. L'InsurTech, dans une certaine mesure, a été inventé là-bas. Vous avez le modèle B2B2C, on appelle ça maintenant l'assurance embedded, et le grand acteur sur place y est peut-être depuis 6 ans. Et a pu vraiment intensifier ses activités. Donc, lorsque l'on parle de passer d'initiatives locales à un déploiement dans d'autres pays, intensifier les choses, on peut soit dupliquer, soit intensifier. C'est un choix qu'il faut faire sur chaque opération. Chaque fois que nous souhaitons reprendre l'initiative d'un pays dans un autre, eh bien, il faut décider comment procéder. Ça peut être un accélérateur formidable en interne pour ces entreprises, parce que Shift, par exemple, est utilisé maintenant dans 25 pays, mais on peut également utiliser des acteurs au plan local pour aider les agences AXA locales à sélectionner des acteurs sur place pour travailler sur l'IA d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous parle de la technologie Shift, mais il y a bien d'autres d'acteurs. Je crois qu'il y a 1500 acteurs de l'InsurTech dans le monde, 200 en France, et de nombreux bébés d'AXA. De nombreux bébés d'AXA, je le dis parce que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de faire partie, si vous voulez, ou d'être à l'origine de ce type d'initiative, vraiment, parce que le modèle de Shift, eh bien, c'est une bonne chose qu'il ait pu sortir de l'entreprise aussi, qu'il ne soit pas resté qu'un outil interne.
On n'oppose pas le build au partenariat. C'est, si vous voulez, une manière d'appréhender les choses de manière stratégique. C'est vraiment l'objet de nos innovations, essayer d'avoir un effet sur le métier. Et c'est justement ça. Parfois, la difficulté, vous avez des entreprises, des individus, des petites équipes qui peuvent accélérer les choses hors d'une grande entreprise. Et le défi, c'est comment un grand assureur peut-il travailler avec cette petite entreprise? Oui, si vous le permettez, encore un mot. Je crois qu'il faut commencer à travailler avec ces startups lorsque elles commencent à être mûres. À mon avis, c'est autour du cycle de financement série B. Parce que les personnes que nous amenons en réunion de notre côté, il y a 20 personnes, parce qu'il y a le DPO, il y a l'informatique, la sécurité, etc. Tout le monde est représenté, et si vous voulez, il faut qu'il y ait assez de personnes dans la salle pour pouvoir répondre aux toutes questions posées par cette équipe-là. Donc, on commence à série B, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce que font les startups avant. Nous suivons de près des entreprises au moment de leur démarrage, mais nous commençons véritablement la coopération avec les startups au moment du financement série B. Et à ce moment-là, on se fonde sur des acteurs fintech pour nous aider à intensifier les initiatives. Donc, par exemple, on a une entreprise qui va avoir une certification sur Salesforce, dans les forces de vente, et puis également de Microsoft. Donc, on s'appuie également sur les grands acteurs des tech pour renforcer les initiatives au niveau mondial. David, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le sujet est fort complexe et qu'il y a sans doute un écart parce qu'on n'a jamais dépensé autant d'argent, c'est ce que vous avez dit en introduction dans ce système. Et en même temps, lorsque l'on parle de la coopération, eh bien, au mieux, le verre est à moitié plein, parce que lorsque l'on regarde les capitaux risques, bien écoutez, la pression est mitigée. Lorsque l'on regarde la coopération directe entre les startups et les assureurs, là aussi, l'image est un peu mitigée, à part quelques exceptions, où on est au niveau de la preuve de concept. Alors, je ne dis pas que l'insurtech ne change pas la manière dont on fait de l'assurance, mais peut-être pas de la même manière que les fintech jouent sur le secteur bancaire, où il y a une vraie révolution. Je pense, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, que pour les startups B2B, donc les startups professionnelles, qu'il faut vraiment passer par différentes étapes parce que même pour un modèle tel que Shift, je ne dis pas que ça ne change pas les choses, mais il faut vraiment avoir des intermédiaires, je crois. Et les intermédiaires, ce sont les entreprises de la tech, des entreprises professionnelles, parce que, vous voyez, il faut arriver à déployer ça à grande échelle. Et il faut être en mesure d'être aussi rapide que les autres acteurs du secteur. Ensuite, il y a le modèle de l'attaquant direct. Il est un peu différent. C'est-à-dire que la coopération ici, si l'on souhaite coopérer, c'est plutôt pour la réassurance. Alors, certains travaillent plutôt sur les transactions, puis alors vous en tirez les enseignements, et ensuite il y a la croissance, et certains acteurs l'ont fait. Personne ne le sait, mais AXA réassure Oscar Health aux États-Unis et même en Allemagne. Donc voilà, c'est une manière de coopérer et peut-être d'avoir des perspectives plus grandes sur le court terme. Oui, Sacha. Et si on passe maintenant à la partie des courtiers, vous avez parlé de la réassurance et ça s'intègre également dans ce modèle. Et si on se tourne vers le passé, on voit des exemples comme Unigry et peut-être 20 ans. Mais du point de vue d'un et vos clients, que pensez-vous de cette trajectoire d'intégration des technologies? Comment travailler avec des startups, avec des grandes entreprises technologies? Est-ce qu'il faut faire un peu les deux? Oui. Je crois qu'en fait, il y a probablement deux niveaux.
Il y a une forte coopération avec des prestataires de produits technologiques, Microsoft et autres. Et je crois que on se concentre surtout dans ce cas-là sur le renforcement des capacités en interne, une réorganisation interne ou augmentation de l'efficacité en interne. Nous travaillons clairement avec j'ai même pas envie de parler d'insurtech, en fait. C'est simplement des startups qui travaillent sur des technologies de pointe pour, par exemple, faire en sorte qu'un investisseur puisse lire automatiquement des documents, etc. C'est intéressant parce que dans notre secteur, les choses évolue si vite que la capacité à l'arrêter difficile et qui peut être difficile de travailler avec une entreprise. Voilà, un groupe comme Aon, eh bien, ça n'est pas toujours facile d'appliquer à grande échelle un outil qui pourrait être peut-être sur une toute petite niche. Donc, je crois que le grand défi, c'est vraiment de trouver les capacités qu'il convient de développer. Et très clairement, vous ne trouverez pas un seul prestataire qui vous permettra de répondre à l'ensemble de vos besoins ou qui vous aidera à faire en sorte qu'une solution en interne puisse être déployée à grande échelle. À part cela, je dirais que nouer des partenariats avec des segments, des startups du segment InsurTech aurait un sens. Ce serait utile parce que, par définition, je pense qu'il y a tant d'intermédiaires dans ce secteur, le secteur est si fragmenté que ça peut poser des difficultés, tandis que de l'autre côté, vous avez une start-up qui souhaite être présente sur tout le secteur, tandis que nous, ce qui nous intéresse, ce sont des capacités exclusives, exclusivement pour nous. Et voilà, c'est une négociation, une danse que nous faisons avec les start-up et on fait de son mieux. Je vous propose de reparler de technologie un peu, si vous le permettez, et tout particulièrement de la responsabilité sociale. Comment les assureurs peuvent-ils utiliser les technologies pour se faire aimer davantage du public? Nicolas. Nous sommes un assureur, mais un assureur mutualiste. Donc, nous voulons vraiment répondre aux besoins des clients. 3 exemples. Le premier, c'est sauver des vies. Avec la startup Liberty Rider, nous avons inclus une offre dans nos offres d'assurance pour les motards et pour assurer leur famille. Par exemple, vous pouvez obtenir un appel de nos appels pour... vous pouvez appeler nos centres pour les envoyer à votre dernière localisation GPS. Et nous avons deuxièmement un autre projet avec j'ai été invité à un événement sur l'intelligence artificielle. C'était l'intelligence artificielle pour le bien. Alors vous avez parlé de RGPD, de réglementation, que tout cela est mauvais peut-être, mais dans beaucoup d'opérations, nous avons beaucoup de données et il faut qu'on se conforme au RGPD. Alors l'une des possibilités, c'est d'être très brutal et d'effacer toutes les données. Et donc, nous avons utilisé le deep learning pour pour s'intéresser aux différents contextes de la santé, de l'automobile. Et donc, on a cette analyse du langage naturel pour savoir si le texte est raciste ou sexiste, par exemple. Le troisième exemple, c'est les véhicules autonomes. Plutôt que d'avoir quelqu'un, un cadre qui va à la défense, qui lit ses journaux, on s'est concentré sur
les personnes, les lieux où on a le plus besoin. Ce sont les zones rurales avec des shuttles partagés électriques. Donc on s'intéresse aux besoins, où est-ce qu'il y a des besoins et comment y répondre avec la technologie. C'est très intéressant ce que vous dites. Je pense qu'AXA aussi a lancé un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors, je voudrais parler d'AXA Climat, par exemple. Alors, nous pensons que la technologie de l'imagerie satellite et la big tech pourrait vraiment nous aider à complètement transformer la manière dont nous couvrons nos clients en réimaginant et réinventant ce que nous appelions l'assurance indice ou l'assurance paramétrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais c'est un processus extrêmement simple, qui est très simple à comprendre pour tout le monde. Il s'agit en fait de dire que nous ne remboursons pas lorsqu'il y a des dégâts, mais plutôt nous remboursons lorsque l'indice, les chiffres sur lesquels nous avons trouvé un accord ont été dépassés. Par exemple, nous parlons d'une certaine pluviométrie et nous disons au-dessus de ce niveau, au-dessus de cet indice, nous vous faisons un paiement de 20% de vos revenus sur les récoltes qui étaient prévues. Donc ça, c'est quelque chose que nous appliquons pour les conditions météorologiques. C'est une couverture que nous offrons et nous faisons cela pour l'agriculture, dans certains pays aussi, le solaire, les énergies renouvelables. Nous pensons que ces nouvelles expériences, ces nouveaux processus, c'est un peu une assurance inversée. Vous êtes payé, vous êtes couvert, et si quelque chose a lieu, eh bien, automatiquement, vous avez un paiement qui vous est donné. C'est une nouvelle manière de faire notre travail. Très intéressant. Je pense que vous avez fait aussi des choses aussi dans le domaine de la santé également. Pendant la Covid. Oui. Alors, au-delà de l'assurance et de la couverture santé que nous pouvons offrir, ce que nous faisons également, c'est de travailler en collaboration avec Microsoft. Alors pourquoi? Pour mettre ensemble différents services à valeur ajoutée liés à la santé. On appelle ça la trajectoire patient et on veut la couvrir de A à Z. Ce modèle, c'est un modèle qui est inspiré de la Chine en partie, mais aussi plus particulièrement d'assureurs très connus en Chine qui offrent ce type de téléconsultation, de vérificateurs de symptômes. Tout est fait en ligne et tout est fait jusqu'à la livraison des médicaments. Et tout cela se fait en 15 minutes. Donc nous essayons d'articuler ces différents services ajoutés et de les ajouter à notre cœur de métier en collaboration avec Microsoft. Alors, je vais maintenant vous poser une question similaire. Quelle est la chose dont on n'a pas encore entendu parler, la nouvelle révolution à venir, la nouvelle technologie, le développement technologique qui touchera le secteur de l'assurance? Sacha, je commence avec vous. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Je pense que selon nous, il y a beaucoup d'activités pour voir comment on peut connecter différents participants sur le marché. Donc ça, c'est le domaine général de faire en sorte que le marché devienne une plateforme et une place de marché. Et donc là, il s'agit de transformer les connexions entre les différents participants qui permettent d'offrir un produit au client, et cela se transforme avec la transformation numérique, et il y a, je pense, une progression vers cette transformation en place de marché. Alors la séquence et la rapidité de ces changements, ça, je ne sais pas, je peux pas vous le dire, j'ai pas de boule de cristal,
mais je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas inévitable, mais en tout cas, il y a cette progression vers ce résultat. David, maintenant. Alors, nous avons juste publié le dernier rapport sur l'innovation. C'est un rapport que nous publions depuis des années. Et je vais renforcer ce qui a été dit par Franck, parce qu'il y a un certain nombre de tendances qui existent sur l'ISR, la responsabilité sociale. Mais là où il y a beaucoup d'élan, c'est la santé, Alliance, AXA, Cigna, tous ces acteurs agissent sur la santé. Microsoft, Amazon et d'autres, Apple, vraiment avancent sur la santé. Et les assureurs en Europe, c'est peut-être différent aux États-Unis. Les assureurs en Europe ont un grand rôle à jouer. Alors, je ne sais pas si le gagnant emportera tout ou non. On ne peut pas avoir 5 plateformes pour l'accès aux soins par pays, bien sûr, mais il y a beaucoup d'élan dans ce domaine aujourd'hui. Nicolas? Connected brain juice. La connexion des jus. Vous pouvez connecter des données avec une voiture pour la prévention, l'assistance, l'assurance. C'est merveilleux. Mais pour les véhicules autonomes, pour la mobilité pour tous, nous travaillons ensemble avec 12 groupes pour l'innovation verte. Nous avons Microsoft, Forestia et même des assureurs qui sont des compétiteurs, Maïf, Groupama, BNP Paribas. Et je pense que ces connexions, au-delà même de la technologie, c'est cette idée de travailler ensemble et de faire quelque chose de nouveau ensemble. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est les nouveaux expériences utilisateurs par le numérique, cette expérience consommateur qui existe dans les néobanques, par exemple. Vous avez vos chiffres qui apparaissent en 5 minutes et vous donnez très rapidement. Il y a aussi la conformité. Pour les acteurs de la conformité, c'est formidable parce que c'est 100% conforme. Donc je pense que ce type de technologie et d'innovation doivent avoir lieu et elles vont peut-être être poussées par les régulateurs également. Et si je regarde à long terme, je suis vraiment un enthousiaste de la blockchain. Je pense que la traçabilité de la blockchain sera extrêmement clé. Les contrats intelligents aussi sont importants. C'est quelque chose qui a l'air un peu étrange, mais dès la conception, c'est quelque chose qui est fait pour l'assurance. C'est une sorte de police, un système de police d'assurance. Et je ne sais pas si vous connaissez les origines de l'assurance, mais au café Lloyd's, il y avait simplement un registre où les capitaines inscrivaient leur destination et la quantité de marchandises qu'ils emmenaient à cette destination. Donc moi, je m'intéresserai particulièrement au blockchain et aux cryptos en particulier. Peut-être vous poser la grande question, est-ce que le secteur finalement en est arrivé à la rupture ou est-ce que c'est simplement une évolution de ce qu'on a pu observer pendant des années? Je sais que ça vous fait toujours sourire quand je dis rupture. Est-ce qu'on a raison de parler de rupture pour le secteur? David. Oui, alors je ne veux pas vous donner le discours du consultant type. Non, mais très sérieusement, nous suivons l'indice de rupture des secteurs et dans l'assurance, effectivement, c'est très élevé, mais peut-être simplement une petite nuance. Il y a un niveau de rupture qui est très élevé depuis 5-6 dernières années. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans les technologies, dans l'assurance, et comme dans de nombreux secteurs, la pandémie a accéléré les choses. Quand on regarde les budgets d'assurance qui sont investis dans le cloud, dans les techs, dans l'IA, c'est 5 fois plus que par le passé, qu'avant la pandémie. Eh bien voilà, la réponse est claire.
ça peut être une rupture, mais que si les assureurs suivent cette voie, eh bien, ça va fonctionner. Et je crois qu'on a beaucoup entendu de témoignages aujourd'hui. Il y a sans doute des questions qui vont vous être posées, chers intervenants, dans un instant. Mais je crois que ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a vraiment énormément de manières différentes d'appliquer les nouvelles technologies. Parce que, évidemment, dans les produits d'assurance, on parle de données brutes. Et évidemment, l'aspect humain, la manière dont vous travailler avec le client, c'est indispensable, mais si vous voulez, il y a des big data dans les entreprises d'assurance. Simplement, les choses ne sont peut-être pas si organisées que cela. Ce qui est vraiment, la discussion avec vous a été très intéressante, messieurs. Merci Sacha aussi, j'espère que vous nous entendez encore. Je vais donner la parole à Eric, qui va être maître de cérémonie pour la séance de questions-réponses. Pour ceux qui sont avec nous en virtuel, eh bien, nous avons également la possibilité de prendre vos questions. Y a-t-il une question dans la salle pour commencer? Je me dirige vers vous. Vous avez un micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup aux intervenants. C'était très intéressant. Je travaille sur la blockchain pour Naxxis et puis évidemment, ça m'a beaucoup intéressé d'écouter Franck et j'ai envie d'en savoir plus. Qu'en est-il des cryptos? Quels sont vos projets dans ce domaine-là? C'est une de mes questions. Et puis, par ailleurs, vous avez travaillé avec Fidzi, mais vous avez interrompu la collaboration avec eux. Vous avez parlé de contrat Smart. Est-ce que vous allez reprendre ce travail avec eux? Alors, la raison pour laquelle j'ai parlé de crypto, c'est parce qu'il faudrait regarder ce qu'il en est de la monnaie stable, stablecoin, qui va arriver bientôt, parce que j'ai entendu que les choses vont s'accélérer finalement. Et j'ai observé la situation en Chine, coopération avec des grandes banques commerciales, des gestionnaires d'actifs, des assureurs, qui devraient être des distributeurs dans une certaine mesure de ces stablecoins pour les smart contracts. Oui, c'est vrai qu'on a arrêté de travailler avec Fidzi. Pour autant, cette coopération était très intéressante. J'apprenais l'un de ces projets. Nous avons décidé d'interrompre la coopération avec eux parce que c'était prévu pour créer une plateforme B2C, mais je dirais que le marché n'était pas assez mûr pour cela. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas aller d'abord sur un site Internet pour réserver leur voyage, ensuite aller sur Fidzi. Au départ, on était très crypto-optimiste, mais au final, personne ne voulait payer en crypto-monnaie. Donc, je pense que on avait démarré avec un modèle B2C qu'on a interrompu. Néanmoins, nous avons toujours une division chez AXA pour les voyages. Et peut-être qu'on pourrait à nouveau un contrat Smart pour une assurance voyageur. Mais à ce moment-là, la technologie serait en arrière-fond, cachée, si vous voulez. Ce serait transparent pour le client. Je suis très enthousiaste par rapport à la blockchain, traçabilité bien sûr. Accenture mène une initiative avec plusieurs assureurs. Nous n'y sommes pas encore. Il s'agit de partager des données pour les sinistres, ce qui a un sens bien sûr pour les assureurs, mais il y a évidemment de nombreuses autres opportunités qui s'offrent à nous. On pourra en parler plus tard. Je serais ravie de vous rencontrer tout à l'heure. Je crois que vous l'avez évoqué brièvement, mais je voulais simplement avoir votre sentiment sur une question assez générale, à savoir le marketplace et finalement la concurrence avec Amazon, Google
Dans quelle mesure est-ce que ces entreprises interfèrent avec le métier d'assureur? Est-ce que vous les percevez comme des potentiels rivaux? Comment percevez-vous ces acteurs? Comme des concurrents? C'est une question pour qui? OK. So, pour tous. I see Eh bien, big tech players as enablers. Moi, je pense que les entreprises de Big Tech nous apportent des choses. C'est vrai qu'ils fixent de nouveaux standards dans l'expérience client qui doit être appliquée dans notre secteur aussi. Donc, on voit des clients qui ont un niveau d'attente plus élevé que par le passé. Donc, évidemment, il y a de la place pour les insurtech. J'ai eu l'occasion d'observer que de nombreuses initiatives avaient été annoncées par différents acteurs, mais finalement, ça n'a pas eu de vraies répercussions sur leur bilan. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'étape de la coopération. C'est ce que nous recherchons. Voilà. Je crois que le meilleur des deux mondes se retrouve dans une coopération avec ces acteurs des technologies. Oui, pour compléter ce propos, je pense que tout d'abord, c'est une source d'inspiration que ces entreprises. Et puis, deuxièmement, lorsque Google s'installait en Europe, elle cherchait un modèle d'assurance mondiale qui se décline à la France, alors qu'on est très différent d'autres pays. Personnellement, ce n'est pas que j'ai peur, mais je suis plus préoccupée par Amazon parce qu'il y a un aspect logistique. Si vous voulez envoyer quelque chose, voyez la petite carte verte que vous mettez sur votre véhicule, c'est un petit morceau de papier, c'est pas encore numérique et il y a de la logistique dedans, vous voyez. Si vous avez un accident de voiture, évidemment, vous seriez ravi de pouvoir, sur une application, chatter rapidement, mais finalement, au bout du compte, vous avez envie d'avoir un être humain au bout de la ligne. Peut-être qu'Amazon est parmi nos 10 meilleurs clients en termes de logistique pour la division immobilier d'AXA. Nous proposons aussi des produits vraiment sur mesure pour les plateformes Amazon, produits d'assurance pour leurs distributeurs ou pour l'assurance du dernier kilomètre. Voilà, sur cet aspect particulier. J'ai une question qui découle de ce que vous venez de dire. On parle d'embedded insurance, assurance intégrée. Et on s'attendrait, avec le déploiement de l'Internet des objets, les véhicules autonomes, les puces, etc. Mais lorsqu'on regarde le monde de l'assurance, on essaie de se projeter à 10-15 ans. Quel sera le volume d'assurance à l'avenir qui consistera en ces choses que nous ne voyons pas aujourd'hui, cette assurance intégrée? Quelle sera la part de ces évolutions-là dans les produits des assureurs? Vous parliez des véhicules autonomes. Aujourd'hui, on parle d'une base individuelle, mais si on écoute Elon Musk, il dit donnez-moi votre voiture, je m'occuperai de votre assurance. Là, il y aura du numérique et ce sera une vraie révolution qui pourrait vraiment changer la donne. On parle de risques individuels à des risques en série, parce s'il y a un bug quelque part, eh bien, il pourrait y avoir des répercussions sur 100 voitures. En un seul coup, oui, nous avons eu la chance de travailler avec Tesla il y a quelques années en Asie. C'était le début, le lancement de Tesla en Asie. On assurait tout Tesla pour les concessionnaires à Hong Kong.
Tesla nous demandait de baisser la prime d'assurance parce que les véhicules étaient plus sûrs en raison de ses caractéristiques autonomes. C'était donc plus sûr pour le conducteur. Et la typologie des conducteurs là-bas est différente pour les véhicules autonomes des autres véhicules. Mais pour notre part, nous disions, écoutez, les coûts de réparation sont 2 fois plus élevés, si ce n'est 5 fois plus élevés que pour d'autres véhicules. Et donc nous n'avons pas réussi à trouver un terrain d'entente qui corresponde véritablement aux attentes, aux besoins du client. Donc lorsque l'on parle d'assurance intégrée, embedded insurance, je crois qu'une grande part de ce qu'on appelle les produits de base, ce sera intégré parce que c'est fastidieux de passer d'un site Internet à une relation commerciale, etc., pour le même produit. Et donc, dans le secteur automobile, vous pouvez acheter un véhicule avec tout intégré. Et pour l'assurance sur des biens de consommation, je pense que ce sera plus facile d'avoir un modèle d'assurance intégré. Alors, pour parler des produits, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord parce que pour l'assurance sur les produits, le principal facteur de l'innovation, c'est la réglementation finalement. En fait, pour Tesla, ce n'est pas vraiment Tesla, c'est la réglementation et la perception des gens traduit en réglementation qui va changer et qui va avoir un impact. On regardait il y a 4 ou 5 ans, lorsqu'on parlait de véhicules autonomes, eh bien, les gens n'étaient pas très contents, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, c'est vraiment la réglementation qui aura un impact, selon moi, plutôt que les entreprises de la technologie. Alors, si je devais faire un pari, je ne sais pas si ce sont les marketplaces, mais plutôt la distribution vraiment qui va rapporter de l'argent. Ce n'est pas forcément Amazon, mais il y a des plateformes dans les plateformes, comme Blablacar, par exemple, où on peut vendre des assurances. Il y a 50-60 places de marché différentes avec des millions de consommateurs en Europe et ils ne vendent pas encore d'assurance, mais ils pourraient vendre de l'assurance à l'avenir parce que c'est quelque chose qui est assez bon marché. Vous êtes un distributeur et 70% de la valeur est dans la distribution pour l'assurance, donc vous pouvez avoir un retour d'investissement assez important. Les entreprises automobiles, par exemple, essayent de trouver de nouvelles sources de revenus. Il y a vraiment cette force de l'internalisation des assurances automobiles aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié aux produits, mais plutôt à la distribution et je pense aussi les plateformes. Ça, ce sont des facteurs de changement. Alors, j'ai une question maintenant sur la réglementation. Selon vous, quel sera l'impact de la réglementation sur ces révolutions, cette rupture, et quelle est la différence entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis en ce qui concerne la réglementation? Alors, je vais laisser Franck répondre pour l'Asie et les États-Unis, mais en ce qui concerne l'Europe, eh bien, je pense qu'il y a cette rupture et ces forces importantes. Par exemple, si on regarde à l'assurance ouverte, si on dit tout est ouvert, j'assure mes données avec tout le monde, eh bien, le risque qui va avoir lieu, c'est d'avoir une démutualisation des choses. Demain, vous êtes obèse, eh bien, tant pis pour vous. C'est peut-être un modèle un peu plus Royaume-Uni, alors qu'en France, les choses sont plus mutualisées. Un jeune automobiliste, par exemple, ne paye pas le vrai prix parce qu'on partage et mutualise la charge. Et donc, en ce qui concerne les risques, quand on parle d'assurance santé, par exemple, on parle de santé et eh bien, ce santé, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant pour l'innovation, mais c'est un service essentiel. Mais bien sûr, il faut avoir des innovations qui sont pragmatiques et qui répondent aux biens communs. Sur tous les continents, j'ai vu
que les régulateurs ouvraient vraiment la porte à la technologie, ils même poussaient l'entrée de nouvelles technologies, particulièrement en Chine, et je pense que cette tendance va encore s'approfondir au cours des prochaines années avec ces nouvelles méthodes de faire de la conformité et de s'appuyer sur les consommateurs et les distributeurs pour faire cela en 5 minutes sur un smartphone avec de l'intelligence artificielle, avec la reconnaissance faciale et ce type d'outils. Donc c'est quelque chose qui a lieu en ce moment et je vois aussi une nouvelle licence qui a été émise par un régulateur français pour un acteur de l'insurtech qui est généraliste. Je parle de l'acteur Achine, qui est un nouvel acteur de l'insurtech qui est financé par Xavier Niel. Et il dit que c'est le free de l'assurance. Et si on va encore dans cette direction, on pourrait voir qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait une réglementation où l'open insurance, l'assurance ouverte, sera une nouvelle méthode pour innover. Ils essayent de faire avancer la technologie, je pense, les régulateurs. Alors, je pense que nous avons encore le temps pour une dernière question. Nous avons reçu une question d'Emmanuel Resselier. Donc, je vais la lire. Et c'est une question pour vous, Sacha. L'intelligence artificielle, le machine learning, les contrats intelligents, tout cela, ce sont des technologies abordables aujourd'hui. Comment cela se fait que l'innovation dans l'assurance, c'est une innovation de nouveaux produits, mais jamais d'automatisation dans le back-office qui est toujours très manuel et souvent pas assez fiable. Alors Sacha, est-ce que vous voulez répondre? Oui, alors j'ai deux réponses. D'abord, c'est très difficile, étant donné l'infrastructure existante, et je pense que la distribution, c'est le côté où c'est le plus facile d'avoir une innovation. Et contrairement à d'autres périodes, je ne veux pas parler de bulles, si on compare cette vague d'investissement à d'autres technologies ou à d'autres secteurs, eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'une nouvelle vague d'achat d'assurance qui a lieu. La quantité d'argent qui est dépensée pour l'assurance, alors peut-être qu'il y a des innovations sur la santé et d'autres, des outils où l'on peut avoir une personnalisation, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une explosion d'achat d'assurance. Et donc, la quantité d'investissement et là où l'investissement est dirigé, cela reflète ça. En fait, il y a beaucoup d'investissements dans le front-end. On essaye d'avoir de nouvelles offres pour les clients et d'avoir une concurrence sur la part de marché, mais il n'y a pas d'explosion au niveau du secteur dans son ensemble. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et peut-être quelque chose qui va être intéressant pour Emmanuel, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui est visible lorsque l'on regarde le back-office, par exemple, Accenture, on fait 80% d'automatisation sur les processus qui ont lieu. Et c'est ce qu'on fait avec toutes les innovations intelligentes et toutes les technologies que l'on met en place. Et les assureurs le font également. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible et qui est beaucoup moins intéressant que les entrées en bourse et les fusions qui ont lieu. Mais c'est quelque chose qui se fait, l'automatisation en back-office. Alors, quel est le nombre de dentistes que l'on a en France? Alors beaucoup, 30 000. As many as kilometers of rail for railroads. But when you want to automate these invoices,
autant que les rails, donc autant que dentistes. Mais alors, si vous voulez aller directement du consommateur au remboursement, il y a encore 5-10% de cette transaction qui sont traitées manuellement. Donc c'est une très bonne chose d'automatiser. C'est très bien d'avoir des personnes qui font ce travail et tout ce qui n'est pas artificiellement intelligent. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Alors, il y a de l'automatisation dans les processus de prise de décision sur, par exemple, les déclarations de sinistres, mais aussi l'analyse prédictive pour les informations que nous avons de la part des courtiers, de la part d'Internet également, pour vraiment trouver les informations les plus intéressantes et les acteurs avec lesquels nous pouvons travailler le mieux. Donc il y a encore une marge de manœuvre pour mettre en place de l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de valeur de l'assurance. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre session. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère vous revoir pour le cocktail à la suite.